À la page 53 du chapitre 27 de mes notes de cours, on va résoudre la dernière situation de la section 1.4 de Séguin, c'est la situation 4 qui s'intitule le vecteur champ électrique et qui est une situation plus globale qui fait appel à plus de concepts. On va commencer par en prendre connaissance à la page 39 de Séguin. En deuxième lecture, on va identifier nos données, donc on nous mentionne que on a une charge électrique de moins 5 microcoulombs qui en un point P non spécifié génère un champ électrique. Il nous le donne sous cette forme-là. Donc, en termes de données du problème, il a choisi de nous la donner comme ça. Donc, je la transcris comme ça. Donc, que le champ électrique sous forme vectorielle est égal à 100 fois le vecteur I plus 200 fois le vecteur J. Et on nous demande justement de localiser à quel endroit, à quel point P, ce champ-là, le champ électrique a cette valeur. Qu'est-ce que je peux illustrer présentement sur mon dessin? Puis on nous disait aussi que la charge Q était fixée à l'origine. Je n'ai pas mis que x de Q est égal à 0 puis y de Q est égal à 0. Je l'ai plus illustré sur mon dessin justement en mettant ma particule Q négative à l'origine d'un système d'axe. Donc je pense que toute l'information est là comme ça. Compte tenu de la forme que ça m'est donné, j'aurais probablement dessiné mon vecteur unitaire J et I là, sur mes systèmes d'axes. Mais pour l'instant, je ne suis pas capable de dessiner plus parce que je ne sais pas justement à quelle position aller dessiner mon vecteur EP. Cependant, je sais qu'est-ce qui va avoir l'air, ce vecteur EP-là. Il va être 100 sur l'axe des X. Fait qu'à l'échelle, je pourrais avancer, exemple, de 2 carreaux pour montrer l'équivalent du 100 sur l'axe des X et 200 sur l'axe des J. Donc, je monte de 2. Et voilà, il y a cette allure-là. Bon, je ne sais pas s'il y a cette longueur-là exactement, ça dépend de l'échelle qu'on prend. Mais son orientation relative, j'ai fait 2 carreaux, puis 200, j'ai fait 4 carreaux. Fait que son orientation relative, il va être comme ça. Compte tenu que c'est une charge négative, puis que ça, c'est le vecteur E présentement, là, que je me fais une idée de qu'est-ce qu'il a l'air. Mais le seul endroit où je peux mettre le vecteur E, ça serait dans ce coin-là, justement pour qu'il pointe vers le moins. Si je dis qu'il est dans ce quadrant-là, c'est impossible. Le champ E est supposé de pointer vers, puis il ne peut pas être ici non plus, il ne peut pas être ici non plus, parce qu'il est supposé de pointer vers la charge. Donc, je sais déjà que je suis dans le vecteur ici, dans le quadrant ici, que j'avais caché tout à l'heure. Il me reste à déterminer à quel endroit exactement je le dessine, parce qu'on voit le pointillé en arrière, il pourrait être n'importe où sur ce pointillé-là, puis pointer vers la moins que là. Donc, je cherche des coordonnées x, y d'un vecteur. Je vais utiliser composante selon x, composante selon y. Dans la partie annexe de mes résumés et formules, dans l'annexe sur les vecteurs, là, je suis allé chercher la formule de décomposition d'un vecteur selon x, puis je vais même aller chercher aussi la formule de décomposition d'un vecteur selon y. Deuxième ligne non obligatoire, j'applique cette formule-là à un vecteur position, un vecteur R qu'on avait vu en mécanique, qu'on appelait le vecteur position. Donc, la composante x d'un vecteur position, c'est son module. A représente le module fois le cos de son angle. Mais j'aime bien mieux prendre la formule aussi qui montre que justement la composante selon x, ben, c'est ma coordonnée x de mon point P que je cherche présentement, est égale au vecteur qui pointe sur la position P, donc un vecteur qui part de l'origine puis qui va pointer au bon endroit, à la bonne distance sur le point P, fois le cos de l'angle. Okay? Donc ça, c'est la définition de la composante selon x du vecteur position pour trouver un point donné. Donc encore une fois, la deuxième ligne non obligatoire, en rouge différent. Je préfère, si je suis tout seul, écrire directement cette ligne-là. Yp est égal au module du vecteur position fois son angle. Évidemment, j'ai beaucoup d'inconnus là-dedans. Je ne connais pas RP d'un donné, puis je ne connais pas l'angle non plus, donc je suis bloqué. Mais on voit que j'ai fait apparaître les deux valeurs que je cherche. Donc, on va commencer par calculer RP, qui est une distance par rapport à l'origine, par rapport à la particule. Donc là, je peux utiliser, j'ai la particule, j'ai sa position, je peux utiliser la loi de, pas la loi, mais une formule de physique qui me donne E, parce que E est connu à quelque part ici.
en fonction de la distance, le E créé par une particule connue. Donc, si on va dans les résumés et formules, on a une formule qui nous donne le E créé par une particule. Donc, c'est K fois le Q de la particule divisé par le R au carré. Donc, ça fait apparaître mon RP, le Q est connu. Je vais être capable de faire quelque chose avec ça. Encore une fois, toujours une formule, j'adapte cette formule-là à mon problème. Des fois, je pourrais sauter cette étape-là si je voudrais. Donc, moi, le E, c'est mon EP dans le problème, est égal à K fois le Q, il s'appelle Q dans le problème, pas de problème. Excusez, pas de problème, je me répète. Et le R, dans le problème, on l'a nommé RP, donc RP au carré. Pourquoi j'ai un rouge différent? Avec un minimum d'habilité mathématique, j'aurais pu commencer déjà, parce que je sais que je veux avoir RP là, pour mettre dans mes deux équations d'en haut. J'aurais pu l'écrire en isolant RP immédiatement. Donc RP, j'ai monté le R de ce côté-là, est égal à K, Q, l'autre côté, divisé par le E est venu de ce côté ici en bas, mais c'est le EP. Puis évidemment, je prends la racine pour enlever le carré qu'il y a dans mon équation. Je regarde si je connais tout ce qu'il faut là-dedans. Je m'aperçois qu'il me manque le EP, évidemment, parce que je connais les deux composantes, 100 puis 200, mais je ne connais pas son module que cela donne. Bon, là, je viens de donner tout de suite un in. Il faut que je calcule le module de EP. Formule pour calculer un module, donc dans les résumés formules annexes sur les vecteurs, quelle est la formule générale pour calculer le module? Je l'adapte à ce problème-là. Donc c'est EP que je veux calculer, ça va être EP x au carré, EPY au carré. Ça, c'est mon 100 puis mon 200 qui sont donnés dans le problème. Fait que quelqu'un qui veut calculer le chiffre obtient le chiffre immédiatement. C'est la valeur de champ électrique que j'ai. Quelqu'un qui aime avoir des chiffres pourrait donc, il manquait juste le EP là-dedans, calculer le module RP en remplaçant le EP par sa valeur qu'il vient de calculer, puis il y aurait une valeur de 14,19 mètres. Donc, mon point inconnu est à 14,19 mètres de l'origine. Présentement, avec la valeur de RP, je serais capable de calculer mes deux coordonnées si je connaîtrais l'angle de R. Je vous rappelle que R, c'est le vecteur qui est en arrière ici. C'est un vecteur qui part de l'origine puis qui pointe sur le point P inconnu. Okay. Puis compte tenu du 100-200, on a tantôt dit que l'orientation générale, c'est le pointillé en arrière. Fait que déjà, je saurais qu'il pointe vers là, mais puis il y a une longueur de 14,19 mètres. Donc, ce serait déjà une première façon de localiser, mais il faudrait que je sois exactement à l'échelle pour trouver à quel endroit je mets mon point P. Mais on s'intéresse vraiment aux coordonnées, donc je vais être obligé de traiter l'angle si on veut. Puis l'angle qui est ici, c'est l'angle de ce vecteur-là. Ça l'est mon vecteur RP. Là. Il part de l'origine, puis il pointe vers mon point inconnu que je cherche, ces coordonnées. Donc, l'angle que j'ai besoin, par définition, moi, j'utilise toujours un angle défini par rapport à l'horizontale droite, par rapport à l'axe des X. Donc, l'angle que j'ai besoin pour pouvoir faire mes calculs, c'est l'angle qui est ici. Il est là, mon θr. J'ai fait réapparaître là, le petit vecteur que je me sers pour dessiner EP, si on veut. Puis, à l'échelle grossier, il faut qu'il garde les proportions 100-200. Donc, je l'avance de 2 carreaux, je le monte de 4 carreaux, c'est son orientation générale. Mais évidemment, il n'y aura pas nécessairement cette longueur-là. Je peux garder la même orientation, mais avec une longueur différente, tout simplement. Donc, ça, c'est un vecteur que je mettrais ici sur le point P. Et c'est le EP qui pointe vers la négative, vers la charge négative. Tout ça pour dire, j'ai besoin de l'angle qui est ici. Pourquoi je viens de mettre mon EP? C'est parce que lui, je serais capable de déterminer son angle, parce que je connais ces deux composantes. Quand on connaît les composantes, on est capable de calculer l'angle d'un vecteur par rapport à l'horizontale droite, si on veut. Donc, je vais m'en servir justement pour dire que l'angle que j'ai au complet ici, l'angle que j'ai ici, c'est le même qu'ici, angle alterne. C'est-tu alterne qu'on appelle? En tout cas, oui, c'est ça, alterne interne. Donc, l'angle que j'ai ici, c'est le même qui est ici. Donc, l'angle total que j'ai là, ça va être 180 degrés plus cet angle-là qui est le même qui est ici. Fait que quelque part, mon θr que j'ai besoin dans ma formule, c'est ce que j'ai écrit. θr est égal à θe plus 180 degrés. Mais là, mon θe est inconnu pour l'instant. Mais je peux utiliser, on est toujours dans les vecteurs, donc l'annexe
sur les vecteurs, on nous donne la façon de calculer l'angle. Donc, en jaune, c'est ma formule originale. Je prends la composante Y divisée par la composante X. Donc, adapté à ce problème-là, ça va être mon 200 sur 100. Mais là, je l'ai précisé au moins la première fois, dire adapté au vecteur E, c'est le E au point P selon Y divisé par le E au point P selon X. C'est mon 200 divisé par 100, c'est mon 63,43 à lequel on additionne le 180 et ça me donne l'angle de θr. Je connais donc tout ce qu'il faut pour calculer les deux formules qui sont ici, là, la 1 et la 2. Okay. J'ai mis en rouge différents là, les calculs que je n'aurais pas fait immédiatement. Étant donné que je suis un maniaque des formules, j'aurais plutôt mis la formule 6 dans la 5, dans la 1 et la 2, parce que le θr vient remplacer à cet endroit-là. Puis la partie aussi, la 4, qui me donnait EP, je l'aurais mis dans la 3, qui me permettait de venir remplir les équations 1 et 2. Okay? Donc, c'est des mathématiques avancées, mais vous pouvez le faire autrement. C'est pour ça que j'avais mal phrasé tout ce que j'avais fait, là, mais c'est toutes les opérations mentales que je viens de faire. Donc, quand on combine toutes ces équations-là, on obtient une grande équation qui nous permet de calculer, de programmer au besoin là, ce problème-là sur un ordinateur. Puis là, je m'aperçois que toutes ces choses-là, c'est mes données d'entrée qui sont connues, qui sont fournies. Okay? Donc, le K qui était une constante, le Q qui était donné, le 100, le 200 qui était donné, le 100, 200 qui était donné, puis le 180 fait partie de la formule par défaut. J'aime pas ça travailler de cette façon-là. Ben, si vous avez fait les calculs intermédiaires, tu peux utiliser ton 14.19 qu'on avait d'un calcul intermédiaire, puis fois l'angle qu'on a trouvé d'un calcul intermédiaire. Et je ferai la même chose pour la deuxième formule qui donnait le Y. Sauf que là, toutes les informations que j'ai trouvées, toutes les formules que j'ai trouvées, ben, je les réécris dans la deuxième équation là, qui donnait YP. Donc c'est très similaire, c'est les mêmes choses, c'est au niveau de... Au lieu d'être cos, c'est sin que je me trouve à trouver. Fait que ça, c'est l'équation que j'aurais à programmer dans un ordinateur, dans un calculateur. Et là, je mets tous mes chiffres dedans ou je passe par les résultats intermédiaires, libre à vous. Petite parenthèse pour faire remarquer que ça peut paraître beaucoup, un problème développé de cette façon-là, mais c'est parce que présentement, je fais de la pédagogie, j'explique et j'écris de où vient chacune de mes formules, puis des fois, je mets des étapes intermédiaires, puis des calculs intermédiaires pour les différentes versions du cerveau, ceux-là qui aiment plus les mathématiques, ceux-là qui les aiment moins, etc. Ça serait mon cahier de calcul à moi tout seul, c'est moi qui réalise ce problème-là, puis c'est pas pour l'enseigner à personne, là. Tout ce qui est en rouge disparaît, là. Toutes ces choses-là, sur cette page-là, puis toutes ces choses-là, sur cette page-là, là, ça allège de beaucoup le problème. Mais j'ai ma grosse justification, mes 5 formules de physique que j'utilise sont là, puis mes principaux développements sont là. Okay? C'est sûr que sur l'autre page, compte tenu que ça, c'est mon choix à moi de travailler avec des formules jusqu'à la fin, là, à un moment donné, ça vient avec une certaine lourdeur. Mais c'est quand même pas si pire que ça. Là. Et encore une fois, une dernière petite parenthèse pour montrer un autre cerveau, qu'est-ce que ça a l'air quand on enlève toute la partie pédagogique du problème. Le cerveau qui a besoin de se rendre, avoir des valeurs intermédiaires, qui a besoin de faire des calculs intermédiaires, ben, s'il enlève toutes mes formules quand même ajoutées pour explication, puis qu'il se rend jusqu'à faire ses calculs, cette page-là est un petit peu plus remplie que la mienne, parce que là, il faut qu'il se rende jusqu'au calcul, là, les 4 calculs finaux, intermédiaires, ben pas finaux, mais intermédiaires qu'on a ici. Puis sur sa deuxième page, s'il n'a pas utilisé des symboles comme moi, ben j'efface tout ça, puis il me reste 2 calculs à faire. Là, je ramène mes valeurs intermédiaires dans XP puis dans YP. Là. Fait que cette fois-ci, le problème a l'air de ça. Là. Première page, deuxième page. Là. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent liées à la pédagogie puis qui ne sont pas obligatoires en examen. Là. Je viens de vous montrer 2 versions tout à fait acceptables en examen.